Ecotone PN Gariepi et la Galerie du Sport vous présentent l'émission sportive Le Vestiaire. Amateurs de chasse, de ski, de vélo, de hockey ou autres sports, vos magasins Ecotone PN Gariepi et la Galerie du Sport de Baie-Saint-Paul sont tout désignés pour répondre à vos besoins en équipement sportif. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, on reçoit Marc-Olivier Bouchard pour nous parler de sport local, notamment des travaux qui ont eu lieu à l'Aréna Luc et Marc-Claude, ici même à Baie-Saint-Paul. On reçoit Lynn Bélanger pour nous parler de chasse, de pêche et également de trapage. Et je reçois Pascal Harvey et Mathieu Tremblay pour discuter Ligue majeure, du Canadien, de baseball et de signature de contrat. Également, à ne pas rater les moments clés sportifs de nos panélistes et le fameux quiz sportif également. Bonne émission! Et en compagnie de Marc-Olivier Bouchard pour discuter du segment Sport local à l'émission Le Vestiaire. Marc-Olivier, bonjour. Salut Maxime. Marc-Olivier, il y a eu des travaux importants qui ont été faits à l'Aréna Luc et Marc-Claude de Baie-Saint-Paul. Les gens les ont vus sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Là, c'est des rénovations importantes qui ont eu lieu. Là. Oui, rénovation majeure. On a changé le cœur de l'Aréna. C'est définitivement ça qui est arrivé. C'est le bon terme, honnêtement. Oui. Et qu'est-ce qui a été fait à l'intérieur de ça? On a changé le système de réfrigération. On avait des problèmes avec la patinoire l'année dernière. Donc, cette année, système de réfrigération tout neuf, nouvelle dalle de béton, nouvelle bande et baies vitrées. Puis ensuite de ça, c'est ça. C'est nouvelle infrastructure. On a rajouté également le chauffage. On a changé le système tant qu'à faire. Parce que l'aréna la fermeture a été prolongée pour ça, là, je pense qu'il y a eu des délais qui ont été là-dedans. Comment ça s'est géré, ce côté là, administratif-là, si je peux le dire ainsi? C'est ça, l'aréna a été fermée du mois d'avril à aller habituellement jusqu'aux deuxième semaine de septembre. Puis il y a eu des délais, ça a pris 3 semaines supplémentaires pour les délais. Donc, on a été obligé de déplacer les pratiques de hockey mineur, le club de patinage artistique, soit à Clermont ou à Beaupré. Donc, là, c'est les parents, les familles qui ont écopé un peu. Mais avec ce qu'on voit là, comme résultat, les gens, ils rentrent, sont bien contents. Ils oublient un petit peu les délais des 3 dernières semaines. Est-ce que ça fait mal au niveau des activités d'avoir un petit peu retardé la cadence des choses? Non. Nous, ça nous a plus ou moins touché. C'est vraiment au niveau des camps d'entraînement que là, on a manqué de glace un peu. Ça a condensé les activités à Clermont. Financièrement, on ne se fera pas de cachette que c'est des heures de glace de location qu'on a eu de moins. Mais sinon, pour les ligues adultes, des choses comme ça, ici, les gars sont à la chasse. Donc, ça a apparu un peu. Ils ont hâte d'embarquer, mais ils ont juste encore plus hâte d'aller jouer. Exactement. On a une image, justement, sur notre écran derrière nous. Et là, je vais apporter un point que moi, je trouve intéressant, c'est que de plus en plus, on voit des cercles de curling maintenant sur les patinoires dites générales. Parce qu'avant, on avait des centres propices à ça. Maintenant, c'est pratiquement la norme est rendue comme ça. Ça, est-ce que c'est un plus d'avoir ce genre d'équipement-là en place pour amener le monde à jouer à ça? Oui, bien, c'est certain que d'avoir les cercles, on le sait, monter la patinoire, c'est quelque chose qui est assez long. C'est un processus de montage de glace, c'est comme un 3-4 jours. Donc, de rajouter les cercles de curling après le début de la saison, ça devient compliqué. Donc, on le fait d'emblée, puis ça profite surtout aux jeunes secondaires qui ont un bloc d'enseignement avec leur professeur d'éducation physique. Sinon, on pourrait accueillir des clubs durant les jours. Souvent, c'est une activité pour les clubs de l'âge d'or ou, exemple, un club bon cœur. On a déjà parlé de peut-être tenir une activité comme ça. Mais d'avoir les cercles, c'est un outil de plus pour nous, puis ça ne change rien à la qualité de la surface. De la glace, exactement. Est-ce que c'est moi ou la patinoire, on dirait qu'elle est plus grande? Je ne sais pas si c'est la photo qui montre ça, mais on dirait qu'elle est agrandie. C'est une illusion d'optique? C'est une illusion d'optique. On le dit en décoration, le blanc, ça agrandit. C'est définitivement ça, puisqu'on a les mêmes dimensions qu'on avait avant. Donc, je crois que c'est 80 pieds de large, 200 pieds de long. Puis, c'est pile poil les bonnes dimensions. Là. OK. Là, si, mettons, on parle un peu d'une aréna dite standard, Ligue nationale, parce qu'il y a des villes et des villages qui en ont. Comparativement à ça, est-ce qu'on est près de ça ou on est un peu plus petit que ce qu'on voit à la télé? C'est les patinoires. Je crois qu'on a une dimension Ligue nationale.
peut-être à quelques pieds de différence. Mais quand on parle, par exemple, de patinoire olympique, Oui. il y a un 20 pieds de largeur de plus. Je crois qu'une patinoire olympique, c'est 200 par 100. Donc, quand on parle de patinoire olympique, c'est beaucoup sur la largeur qu'on va voir la différence, là. OK. Donc, on parle d'une aréna qui a été là, pratiquement rénovée à neuf, si je peux le dire ainsi, là. Oui. Dans le fond, c'est comme si on partait de nouvelle saison, finalement. Exactement. Le cœur de l'aréna est changé. On a encore les bancs. On a peut-être une surprise qui nous attend prochainement, on va voir. Puis, dans une deuxième phase de rénovation, mais ça sera les chambres et l'accueil qui sera peut-être rénové. OK. Mais, Ça, est-ce que c'est en discussion ou c'est encore dans les airs en pourparlers? C'est concret ou? Ça fait plusieurs années qu'on applique sur les subventions. Vraisemblablement, on ne les a pas eues encore parce qu'on n'a pas été capable de faire ces rénovations-là. Mais prochainement, on réapplique année après année sur les programmes. Puis notre objectif, c'est de rajeunir notre aréna puis qu'on ait quelque chose au goût du jour, comme ils disent. Exactement. Et rapidement, si je vois qu'on a encore des cercles de curling, ça veut dire que ça, c'est un sport qui n'est pas encore tout à fait mort. Si les gens se posent la question, il y a encore de l'attrait, je pense, pour ce sport-là. Oui, définitivement. Puis autant au niveau des jeunes que des plus vieux. C'est un sport qui est différent, il faut apprendre à le connaître. C'est un jeu d'échecs. Donc, une fois que les gens ont compris que c'était pas un sport comme le hockey qui était hyper actif, mais que c'était plutôt cérébral, ben, je pense que tout le monde peut avoir du plaisir à jouer à ce jeu-là. Et parce que là-dessus, on a du curling, il y a également du hockey, il y a du patin qui se fait, notamment artistique. Il y a beaucoup d'activités qui rentrent en ligne de compte. Et là, ça fait combien de temps que la nouvelle aréna est en place officiellement? On parle de quelques semaines ou quelques jours? Depuis vendredi la semaine dernière, quelques heures. On a eu le go quelques heures avant la première pratique de patinage artistique. Ça en est suivi samedi-dimanche une série de pratiques pour nos jeunes hockeyeurs. Puis cette semaine, depuis dimanche soir, les ligues adultes peuvent jouer, là. OK. Et quels ont été les commentaires des gens de revoir, en fait, l'aréna ouverte et de peut-être diminuer la distance par rapport à Clermont? J'imagine qu'on est content de la revoir, là. Ça, c'est sûr. Oui, définitivement. Le premier commentaire que les gens font en rentrant, c'est « Hein, c'est bien clair. » Oui. Au niveau de la luminosité, il y a une énorme différence, ça paraît. OK. La qualité de la glace aussi est plus rapide, plus dure. Donc, les gens qui sont un petit peu plus expérimentés s'en rendent compte. Nous, au niveau de l'entretien, on s'en rend compte aussi, l'eau gèle immédiatement après la Zamboni. Fait que quand on resurface la glace, mais il n'y a pas de gros lac d'eau qui se fait dans le demi-cercle des gardiens de but. OK. Ça garde une qualité de glace un petit peu qui est meilleure. C'est une meilleure gestion. Les travaux qui ont été faits, selon toi, est-ce que c'était des travaux qui étaient là d'une grande nécessité pour repartir en mieux? J'imagine si on les a faits, c'est parce qu'on voyait un peu l'urgence des faire. Là. C'était vital. C'était vital, OK. C'était vital. L'aréna était sur un respirateur artificiel depuis 2 ans. L'année passée, on a prolongé, là, mais ça prenait... Il fallait une nouvelle greffe. Bien, elle a quand même une longue durée de vie. Hein. Je veux dire, c'est un aréna, finalement, qu'on a un petit peu opéré pour donner un second souffle. Ouais. Donc là, actuellement, je pense que... Est-ce que je peux dire qu'on est parti pour un autre 5-6 ans, peut-être? Ben, pour l'aréna, on est parti pour les 40 prochaines années avec ce nouveau cœur-là, système de réfrigération et tout. Puis, au niveau de la surface, tu sais, présentement, on est capable d'opérer. Ce qui était vraiment important, c'était de renouveler ces équipements-là qui permettent d'avoir de la glace. On le sait, l'année passée, le système de réfrigération avait de la difficulté. Mais on finissait les journées, la glace était chaude, la glace ne gelait plus aussi bien. Puis on avait de l'inquiétude à ne pas être capable de terminer nos événements. Mais depuis quelques semaines, là, ces cauchemars-là sont passés. Oui, bien écoute, honnêtement, si je me fie à la photo qu'on voit, je pense que c'est un travail qui a été accompli. Là. Honnêtement, c'est merveilleux, si je peux dire le terme. C'est magnifique. Oui. Si on regarde maintenant côté activité qui s'en vient, qu'est-ce qu'on peut surveiller? Est-ce qu'il va en avoir justement sur cette nouvelle glace-là? Comment est-ce qu'on voit ça? On a nos traditionnelles activités comme les tournois de hockey. Donc, premier tournoi, c'est la fin de semaine du 25, 26, 27 octobre. Okay. Tournoi féminin commandité par Simard Suspension. Puis ensuite de ça, un petit peu plus tard, au mois de novembre et décembre, on va avoir tournoi olympique, fait un tournoi pour adultes. Puis au mois de décembre, la semaine suivante, c'est le tournoi novice. Donc ça, au niveau des tournois, c'est ce qu'on voit. Donc finalement, le hockey l'emporte un peu, là. Oui, bien... C'est ça. C'est notre sport, hein. Fait que d'un côté, c'est pas surprenant que ça soit ça, mais le hockey est très présent. Puis le hockey, c'est présent, c'est des événements, c'est des parties de hockey qui s'organisent. Ça prend pas beaucoup de gens pour l'organiser. Au niveau des parties régulières, les tournois, on a une association locale qui est assez forte. Donc,
organise le tournoi novice, les tournois après Noël pour les jeunes de 13, 14, 15 ans, puis au mois de février pour les 16 ans et plus. Donc ça, c'est pour ça qu'au niveau de la glace, il y a beaucoup de hockey. Patinage artistique, c'est quelque chose qui prend du temps. Absolument. Aussi. C'est beaucoup d'énergie pour les bénévoles. Donc, ils ont leur événement, ils ont pratiquement ils ont 4 jours de glace au mois d'avril. C'est leur événement. Ça fait des années que l'invitation de Benoît Lavoie est là. Ça, c'est une chose qui va continuer aussi. Est-ce que tu as eu la chance, toi, de tester la nouvelle surface ou pas encore? Oui, hier. OK. Et tes commentaires, ça patine-tu bien? Ça va-tu bien? C'est un monde de différence. Oui. Qu'est-ce qu'on sent de différent quand on patine? Là? C'est la surface, c'est la glace les est plus composants? dure, fait OK. qu'elle est un petit peu plus rapide. Puis Oui. Au niveau des changements de direction aussi, ben, quand on a un bon coup de patin, ben, on sent moins qu'on s'enfonce dans la glace. Fait que c'est la même chose dans les changements de direction. Puis ben, au niveau de la luminosité. Aussi. T'sais, au niveau, c'est ça, de la vision, ça fait une différence. Oui. On cherche moins la rondelle, même si c'était pas noir, mais le petit jaune, tout ça faisait que c'était moins évident. C'était exact. Ben écoute, on s'entend que ça patine mieux sur une glace dure qu'une glace molle. Oui. Ça, c'est officiel. En tant que joueur de hockey, je peux te le confirmer, c'est officiel. Marc-Olivier, merci. C'était rapidement, si on va avoir de l'information sur tout ce qui s'en vient, où est-ce qu'on va? Sur le site de la ville de Baie-Saint-Paul, au www.baie-saint-paul.com, puis il y a une section vraiment dédiée à l'aréna où vous allez pouvoir trouver l'horaire. Donc, on parlait des horaires de parties de hockey, les horaires de pratique, mais aussi nos activités libres, le patinage libre, le hockey libre. Vous allez pouvoir trouver les heures à cet endroit-là. Excellent. Alors, on surveille le tout. Merci beaucoup encore une fois. Nous, on fait une courte pause et au retour, on parle de chasse et pêche avec Lynn Bélanger. Restez là. De retour à l'émission Le Vestiaire avec Lynn Bélanger. Première fois sur le plateau. Bonjour. Bonsoir. Lynn, chasse et pêche, c'est les deux mots qui peuvent te décrire, je pense, de façon catégorique et ambitieusement. Tu es une personnalité connue parce que je pense que tu fais certains blogs, tu as fait certains magazines, sans me tromper. Tu as une collaboration également avec Pierre Rochette. Oui. Comment ça se développe tout ça? Là? C'est merveilleux. Bien, écoute, je dois dire que ça va vraiment super bien. Avec Pierre Rochette, je le fais tant que je peux écrire toutes les semaines. Si je veux, j'ai la carte blanche. Il a entièrement confiance en moi. Et j'aime donner de l'information aux amateurs concernant la chasse, la pêche et le trapage. Comment ça a commencé pour toi, la passion de la chasse? Parce qu'on sait que la plupart du temps, c'est les hommes qui font ça. Les femmes, c'est plutôt rare, de ma mémoire. Mais comment ça a commencé? C'est une histoire de famille? Comment ça s'est développé? Oui, c'est sûr. Moi, ça part de mon grand-père maternel parce que c'est lui qui m'a apporté en forêt quand j'étais jeune. C'était pour recueillir des petits fruits, dont les bleuets, dont aussi les noisetiers à l'automne, qui s'appliquait qu'on mettait des gants, mais aussi dans sa ligne de trappe. Ou ce qui m'a vraiment impressionné, ou ce qui a réussi à un moment donné à déprendre une moufette sans vraiment se faire arroser dans ses installations. Ça, c'est un phénomène. C'est vraiment impressionnant. Puis de voir des animaux que souvent on n'est pas habitué de voir. C'est sûr qu'une moufette, on voit ça plus souvent, mais également d'autres espèces animales par la suite. Fait que c'est là que ça a commencé, puis ça n'a jamais arrêté. Quand on parle de la chasse, là, tout d'abord, la chasse, là, c'est pas juste on va là, on craint qu'on tire. Là. Il y a d'autres facettes, là. Il y a d'autres pour se préparer. Là. Il y a de l'équipement, il y a le côté sécurité. Comment toi, t'anticipes ces facettes-là? Bien, des choses vraiment importantes. La première chose, on sait qu'il faut connaître son arme à feu, l'arme avec laquelle on va chasser. Fait qu'il faut aller se pratiquer, il faut connaître son arme, parce que souvent, il y a des gens qui vont chasser, puis ils font ajuster par d'autres personnes, puis ils l'ont pas essayé eux-mêmes. Fait qu'il faut vraiment que tu connaisses ton arme. Ensuite, ce qui est important, c'est les odeurs. C'est la chose la plus importante. Il faut tout vraiment traiter, que ce soit tes vêtements, ton corps à toi, avec des produits où ce que tu vas aller te déshumaniser le plus possible et ressembler drôlement aux odeurs de la forêt. Est-ce que c'est l'outil numéro 1 de s'asperger de ce produit-là? Bien, moi, je trouve que oui. Et puis, pas juste de l'urine, bien, il y a de l'urine de femelle, il y a de l'urine de mâle aussi à utiliser. Puis, c'est important. Souvent, on n'a pas le vent du bon bord. Fait que c'est important vraiment de se déshumaniser. Là. OK. J'ai déjà approché des animaux, que ce soit un ours ou un orignal très proche, mais il ne m'a jamais senti. Mais la problématique, c'est quand le vent tourne de bord. Là, c'est là que ça peut te jouer un tour. Fait que le mieux, puis surtout quand tu fais chaud, il faut que tu te laves beaucoup, mais on s'entend que c'est pas avec des produits de toilette qu'on achète à la pharmacie. Exactement. C'est vrai que pour la chasse, on doit se lever tôt. Il y en a qui se lèvent à 5 heures du matin. Parfois, il faut être très, très patient.
d'avoir l'animal au bon moment, je pense. Ou ça, est-ce que c'est vrai ou c'est des mythes? La patience, c'est la plus grande qualité que chaque pêcheur, chasseur, trappeur, il faut posséder cette qualité-là. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ça, c'est pas comme ça. Là. Souvent, il faut que tu fasses beaucoup d'efforts, il faut que tu mettes du temps. C'est très fatigant quand tu chasses du matin jusqu'au soir. Parce que souvent, l'animal, il y a des distances à parcourir. Oui. Ou des fois, il faut que tu te déplaces aussi pour aller sur les animaux. Fait qu'il faut vraiment que tu sois en forme, puis il faut que tu te couches de bonne heure pour être vraiment prêt dans le bois. Là. Ça, c'est sûr. Au niveau de tes armes à toi, des armes à feu, est-ce qu'on a la base? Bon, pour moi, la seule arme que je connais, vite de même, c'est une 30-30, là. Mais la base, ou toi, tes armes à feu, là, quel type qu'on utilise pour aller de l'avant? Écoute, il y en a divers. Il y a des 30-06, il y a des 300, 270. Je vais vous dire en passant que je ne suis pas une experte en balistique. Oui. Je suis une drôle de chasseuse. J'aime mieux agir. J'aime pas tirer l'animal. Okay. Ça, je laisse ça pour la personne qui m'accompagne. Puis la personne qui m'accompagne, plus souvent qu'autrement, c'est mon conjoint. OK, parfait. Moi, ce que j'aime, c'est interagir avec l'animal. Ça, c'est pour l'orignal, mais c'est pour toute espèce animale. C'est ce que j'aime le plus. C'est d'interagir. L'adrénaline monte. Quand ça répond, puis que tu réussis, puis que tu as réussi à l'approcher, c'est ça qui me fait vibrer le plus. Là. Parce que pour moi, c'est pas important. Pourvu, c'est de réussir avec la personne avec qui je suis ou avec l'équipe que je vais être. C'est plus ça qui est important. OK. Puis c'est pas la grosseur de l'animal. Puis on m'a toujours dit que le panache se mangeait pas. OK? Fait que moi, c'est pas le fait qu'il soit le plus gros, mais c'est de réussir sa chasse. Puis c'est sûr qu'on aime moins, mettons, que quand c'est des femelles, on aime moins ça. C'est sûr, OK? Parce que puis les veaux, on veut toujours la pérennité, puis on veut que ça suive, mais il faut respecter les lois. L'équilibre de la faune, c'est important. C'est pas pour rien qu'il y a des années qu'on a le droit à un mâle, une femelle, et ainsi de suite. Oui, exactement. Sauf que j'ai toujours, moi, préféré, on dit que le mâle, c'est le trophée, mais pas la grosseur, quoique quand on récolte un orignal qui est dominant, que c'est arrivé une couple de fois, c'est sûr que, parce que plus c'est gros un orignal, plus c'est vieux, plus c'est dur à déjouer. Fait que c'est tout un autre, c'est vraiment une autre coche. Lynn, j'ai récupéré sur ta page Facebook un extrait vidéo où on peut t'entendre appeler ou encore, excusez-moi le terme, caler l'animal. On va regarder l'extrait et on en parle au retour. D'accord. Quand on entend le bruit avec l'outil, on peut en rire, mais ça, c'est la vraie technique pour approcher l'animal comme tel? Il y a tellement plusieurs appels qui vont être efficaces. OK? C'est comme de trouver sa voix. C'est d'y aller avec les sons où ce qu'on a le plus de facilité, où ce qui c'est plus facile pour nous. Des fois, les gens ils vont prendre des calls électroniques parce qu'ils ne sont pas capables vraiment d'imiter les voix similaires. Mais ce que je dis, c'est que oui, il y a vraiment beaucoup d'appels. Puis ça, moi, il y a un cri qui s'appelle mon cri d'estus, qui est vraiment très élevé, où il y a un vibrato. Puis j'ai tellement eu de succès avec ce call-là que je me suis dit, garde, ça ne sert à rien d'en avoir 90, mais il faut savoir aussi qu'il y a des périodes plus tôt, puis il y a une période pendant le rut et après rut. Alors, les calls vont être différents du début de la saison, aller jusqu'à la fin de la saison. Mais moi, pour les dates que j'y vais, c'est toujours les mêmes. Alors, j'utilise ces sons-là, puis des fois, je vais différencier. Parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'un orignal, il va reconnaître ta voix. OK? S'il a réussi, il se méfie de ta voix. C'est un peu comme une chanson, on reconnaît du Céline Dion, hein, oui, toi et moi. Absolument. Mais si l'orignal a douté sur ton son, alors il faudra que tu utilises d'autres sons ou il faudra que tu te déplaces ailleurs parce que si tu as mis en doute un orignal, lui, il ne reviendra pas. OK. Donc, c'est un peu comme le tromper, finalement. Tu sais, faut que tu le contournes pour arriver plus près. C'est comme ça que je le perçois. Fait que si tu t'aperçois que ton orignal, ça ne va pas bien au niveau de tes calls, tu vas aller l'attirer d'une autre façon. OK. Ça peut être par des leurres longue distance, ça peut être des sons. OK? Ça peut être que tu marches dans l'eau, casser des branches. Tu essaies une autre façon. Ou là, au lieu de faire la femelle, tu vas faire le boc et tu vas essayer de faire une provocation. OK. Lynn, en plus de la chasse, tu pêches et tu trappes. Quelle sorte de pêche qu'on parle ici? Écoute, j'ai déjà pêché le doré, la chigan, mais je pêche surtout la truite.
OK. Pour moi, c'est de la pêche qui est tout simplement simple. C'est un voyage familial que je fais tous les années avec mon chum puis mes enfants, où ce qu'on prend, puis souvent, j'encourage les pourvoiries dans Charlevoix. On sait qu'ils sont nombreuses, les pourvoiries dans Charlevoix. Oui, oui. Alors, ça fait plusieurs fois là, que je vais au Club des hauteurs et j'ai un excellent service là-bas. Et que ce soit la truite mouchetée, j'ai déjà pêché aussi la truite grise. Je veux essayer d'autres choses aussi. J'ai été initiée à la pêche au saumon également, que je veux développer d'ailleurs l'an prochain encore plus, parce qu'il y a beaucoup de techniques là-dedans. C'est toujours la passion qui se poursuit, là. Honnêtement, écoute, tu as pratiquement toutes fait les sortes de poissons rapidement. Je veux dire, j'en ai entendu plusieurs. Quand on parle de trapage, ça veut dire quoi? Trapage, c'est pas compliqué, on fait un équilibre dans la nature. OK? Elle a une mauvaise image. Le tapage, elle a une mauvaise image. C'est ça qui est triste. Parce que les gens vont me dire souvent, puis j'aime pas le terme, tu es une tueuse d'animaux. Attention, on aide la nature à équilibrer. OK? On n'est pas fou, il y a des études gouvernementales. Et moi, j'ai toujours un rapport de ce que il y a toujours un rapport où je vais marquer mes captures, le sexe, et ainsi de suite. Le but, c'est pas de vider la forêt, c'est d'enlever des animaux qui vont être malades et ça m'enlever les surplus ou le manque. C'est ça qui est important. Donc, il faut le voir positivement, comparativement à des commentaires qu'on peut entendre. Au niveau du trapage, c'est vraiment pour exercer l'équilibre du cheptel. Puis, je veux vous dire que je fais pas juste du trapage, je fais de la déprédation. Le mot déprédation, c'est, admettons qu'il y a des gens qui ont des problèmes, soit avec du castor, OK? Il y a des terrains de camping, il y a des arbres que les castors vont faire tomber. Les gens vont avoir peur que ça tombe sur leur roulotte ou sur leur chalet. Ils vont faire appel à nous. C'est qu'on donne nos coordonnées aux agents de la faune et nous, les agents de la faune, rentrent en contact avec nous pour aller aider ces gens-là. Quand c'est la période de trapage, il n'y en a pas de problème. Les gens vont nous donner la permission de venir sur leur territoire. Mais quand c'est saison hors trapage, il faut absolument que les gens appellent les agents de la faune qui ont notre nom, nous autres, qui sommes qualifiés pour être capables d'aller récupérer en toute sécurité les animaux nuisibles. OK. Il y a quand même beaucoup d'étapes à suivre. C'est un processus assez particulier. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, tu as une page Facebook, site Internet, comment est-ce qu'on peut naviguer là-dedans? Bien, c'est vraiment, actuellement, c'est le Facebook, personnalité publique. C'est sûr que là-dessus, vous voyez tout ce que je réalise, que ce soit au niveau chronique, vidéo, photo, tout ce qui s'ensuit. Ça peut m'épanouir en tant que personne. Puis pour moi, c'est comme une mission de transmettre toutes ces connaissances-là. Je trouve que aujourd'hui, on oublie. Ce qui fait du bien, c'est d'aller dans le bois. Avec la techno, on ne va plus dans le bois. J'en reviens pas de voir que les petits animaux du Québec sont méconnus, à part l'écureuil puis la moufette. Mais quand on parle du vison, de la martre, du rat musqué, du castor, c'est moins connu. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis je fais beaucoup des ateliers aussi sur la faune dans les écoles qui me permet justement de transmettre mes connaissances. Lynn, merci beaucoup. On te suit partout sur les réseaux. On a hâte également de voir tes prochains produits. On surveille ça avec attention. Merci encore une fois. Bien, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, on fait une courte pause. Au retour, on parle Ligue majeure avec mes collaborateurs Pascal Harvey et Mathieu Tremblay. Restez là. Et on est de retour maintenant pour discuter de sport Ligue majeure avec mes deux collaborateurs habituels, Pascal Harvey et Mathieu Tremblay. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Avec notre équipe, les Canadiens de Montréal, écoutez, vraiment, je pense qu'on peut dire un début de saison, peut-être qu'on ne voyait pas au départ. Là, selon votre opinion, de ce qu'on a vu présentement, est-ce qu'on est surpris ou si c'est correct? On est surpris, mais pas trop. Dans le sens qui est surpris. Moi, ce qui me surprend, c'est les unités spéciales. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un inversement, c'est-à-dire que le désavantage numérique soit si peu efficace et un avantage numérique autant efficace, qui était complètement l'opposé l'année passée. À mon avis, la surprise, elle est là. Mais sinon, pas de grands changements majeurs. Pascal, qu'est-ce que tu en penses? Bien, ce qui oriente toujours le début de saison du Canadien depuis des années, c'est qu'on débute toujours sur la route. Il y a toujours un match à Toronto. Oui, ça, c'est vrai. C'est comme un classique. Hein? C'est un classique. Débuter sur la route. Donc, quand on va chercher 1 point, 2 points, 3 points sur la route, bien, on est heureux. Quand on arrive à la maison puis qu'on performe un peu moins comme ça s'est passé, ça influence beaucoup. Début de saison, satisfaisant. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Même au niveau des jeunes, il y a des jeunes qui ont réussi à se faire leur place. Là, je pense à Nick Suzuki à l'attaque et Kel Fleury en défense. Là, actuellement, est-ce que le jeu est trop rapide pour un gars comme Nick Suzuki? Parce que, bon, je ne veux pas dire qu'il y a de la misère, mais tarde à faire des points. Bon, c'est sûr que c'est un jeune, il faut lui laisser une chance, mais est-ce que le jeu est trop rapide pour un jeune comme Suzuki? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'envoyer à Laval ou si on le garde puis on essaie de voir qu'est-ce qui va arriver? Suzuki,
ça commence à être rapide pour lui. En match hors concours, c'était correct. En match hors concours, c'est pas les vraies Non, les vraies c'est pas les vrais tests. Cale Fleury, on l'a presque pas utilisé. Là, c'est un peu la chaise musicale, mais ça, on dirait que c'est un petit peu le classique de Claude Julien de faire la chaise musicale. Mais à un moment donné, si tu veux avoir une certaine cohésion et cohérence, tu dois laisser tes joueurs un minimum de temps, puis sinon, ça marche pas. Puis Nick Suzuki sur une 4e ligne, c'est pas bon pour personne. Ça, on s'entend là-dessus aussi. Absolument. Il a besoin de jouer. Il faut qu'il joue. Est-ce que la mentalité, c'est de dire il ne progressera pas si on l'envoie à Laval? Peut-être que c'est ça, mais chose est sûre, il doit jouer. Mais je pense que Julien, il donne quand même de la glace. Il joue plus que 10, 14, 15 minutes par match, c'est bon. On peut prendre un exemple sur Brad Marchand. Brad Marchand, qui a commencé sous Claude Julien. Sa première saison, il n'a pas joué 82 matchs non plus. Il en a joué 77, puis il en avait joué la saison précédente. Donc, Julien a quand même eu du succès avec les jeunes, même si ça n'a pas beaucoup, mais certains, la crème remonte toujours. Oui, mais tu sais, parce que je prends un gars comme Jack Hughes avec les Devils, qui lui en est à sa première saison recrue. Jack Hughes, il fait une erreur, tu ne l'enlèves pas. Tu le restes là, tu l'encadres, ce qu'on n'a peut-être pas à 100 malheureusement à Montréal avec Julien. Bien, Hughes, c'est un premier choix. Il faut que tu l'utilises tout de suite, tandis que Suzuki, bien, c'est un choix de première ronde. C'est pas un premier choix. Fleury, c'est un choix quand même un peu tardif. Oui. Puis ce qui est arrivé à Poehling avec la blessure au camp d'entraînement, ça a été bénéfique pour lui. Ça permet de débuter l'année à Laval, travailler sous les ordres de Joël là-bas. Oui. Donc, va prendre un petit peu de volume. Puis lui pourrait nous surprendre advenant un rappel. Bien, actuellement, c'est le premier. Il n'a pas pris d'ailleurs centre. en Poehling de se faire envoyer à Laval. Ça a été dur sur le cœur pour Bien, ça. c'est bien. Ça va le motiver. C'est une leçon, exactement. Mais là, il joue beaucoup mieux. Là. Il est revenu au centre du premier trio. Oui. Il joue avec Belzile, entre autres, là, puis ça va beaucoup mieux. Notamment le dernier match, là, il y a 2 passes, je me souviens bien. Oui. Donc, non, c'est une bonne chose. Il faut qu'il joue. C'est ça le secret. Puis c'est un peu ce qu'on reproche à Julien aussi avec Cale Fleury. Il a commencé la saison à Toronto. Il a envoyé sa glace à Toronto, à Hurricanes, contre les Hurricanes en Caroline. Il a commencé comme un peu dans la gueule du loup, littéralement. Oui. Puis rendu à Montréal, il l'a enlevé. Donc, je n'ai pas tout compris non plus l'utilisation de Fleury. Donc, ça, c'est à suivre. Ça va être à surveiller. Dans le cas de Keith Kincaid, qui a joué son premier match gardien auxiliaire à Price, sur la route, mais quand même, si je compare un peu à ce que Niemi nous offrait l'an dernier, je pense que là-dessus, on s'est amélioré. Faut le mentionner. On ne s'est pas rappelé, ça, c'est certain. Oui, non, ça, c'est sûr. Mais c'est un peu le même genre de gardien que Niemi. C'est pas un gardien qui est très précis dans ses déplacements. C'est pas quelqu'un qui est comme Gary Price, qui est quasiment une chorégraphie quand il garde les buts. Kincaid, c'est un battant. C'est lui qui va, en bon français, fighter pour la rondelle. Il abandonnera pas sur aucun arrêt. Là où je me pose des questions, c'est les 2 dernières années, il a joué 41 matchs. À un moment donné, quand il a pris la relève de Corey Schneider, il a très bien fait. L'année passée, un peu plus difficile, mais il a quand même joué une quarantaine de matchs. Oui. Là, il en joue 25. J'ai hâte de voir s'il en joue moins. Comment ça va aller? Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que ça va se détériorer? Donc, j'ai hâte de voir. Mais là, on a eu un échantillon, un seul match. La défensive n'était pas à point d'avant de lui. Exactement. Puis il y a peut-être 1 ou 2 buts qui ont été un peu plus faibles, mais il n'y a pas grand-chose à se reprocher, je pense, pour ce match-là. Parce que quand même, une défaite en prolongation, dans ce temps-là, ça peut aller un bord sur l'autre. Donc, moi, je me fie pas vraiment. Quand ça se termine en bris d'égalité, je m'en fais pas trop avec ça, parce que c'est 50 c'est comme lancer un 25 cents dans les airs. Donc, tu sais, il faut que tu laisses un peu le temps de voir à long terme comment est-ce qu'il va s'évaluer. Mais de toute façon, je pense que Kincaid à Montréal, c'est pas un enjeu cette année. Il ne nuira pas à l'équipe, mais Absolument. peu importe la performance de Price, que ça aille bien, que ça aille moins bien, il va garder les buts dans une 60aine de parties. Jonathan Drouin, c'est un joueur qu'on parle à chaque année, a eu de la difficulté l'an dernier, mais par contre les Blues de Saint-Louis, Drouin a connu un bon match et même on a eu le droit d'avoir un petit moment particulier avec la foule. On va regarder à l'instant un extrait vidéo de ça et on vous revient tout de suite après. Jonathan, les gens qui nous écoutent, nous regardent présentement savent que tu es très à l'aise sur la glace. C'est quoi la différence pour Jonathan Drouin cette saison? Ouais, la confiance, le support de la foule, tout le monde. Messieurs, vraiment un moment important entre Drouin et la foule. Ça, je veux dire, on l'a critiqué l'an passé, on l'a critiqué en début de saison, mais d'avoir un moment comme ça, là, je veux dire,
on voit que. Est-ce que la paix est faite peut-être un peu entre ce joueur-là et les partisans? Écoute, Drouin a beaucoup de talent, on l'a toujours su. On lui reprochait un manque de constance, un manque d'effort depuis le début de la saison. Rien de reproché, il fait exactement ce qu'on lui demande. Puis je pense que la foule lui a dit enfin, enfin on peut t'aimer. Il y a un bon début de saison. Il a quand même accumulé des points là, pour chacun des premiers matchs. On va lui laisser la chance. Pour le moment, c'est pas le pire attaquant. C'est un des meilleurs. Ça, il faut le dire. Mais il joue son rôle parce qu'il est censé être le meilleur attaquant du Canadien. Donc, il fait ce qu'on lui demande de faire. Êtes-vous encore d'accord de l'utiliser en avantage numérique à la pointe? Je veux dire, oui, il y a un rôle. Par contre, de mon côté, quand je le vois tenter de faire 3-4 tourniquets puis de jouer individuel, moi, c'est là que j'ai de la misère. Ouais. Donc, ce qu'on a vu depuis le début de la saison, est-ce que vraiment on le laisse là? Ou si on a vu à un moment donné Jordan Will prendre sa place? Ça aussi, là, c'est la chaise musicale qu'il faudrait peut-être à un moment donné arrêter puis se brancher pour une fois. On n'a pas de solution de rechange, vraiment. C'est encore le gars le plus talentueux sur la glace. Première unité d'avantage numérique, d'avoir un attaquant à la pointe, c'est correct. Mais deuxième unité, bien, tu y vas avec 2 défenseurs. Mais moi, j'aime mieux l'avoir plus haut, Ouais. à hauteur des cercles mis en jeu, les fesses à côté après la bande. Puis là, il y a toutes les options pour passer la rondelle, aller chercher des snipers qui, eux, lancent sur réception. Là, il est plus dangereux, je pense, en avantage numérique. Parce qu'il n'y a pas un tir exceptionnel de loin. Beaucoup, là. Exactement. Messieurs, Ben Chariot, qui est arrivé cet été comme agent libre, était vu pas comme étant le sauveur, mais comme étant le défenseur pour venir épauler Jeff Petrie, qui ont fait, je pense, un duo solide, puis que ça frappe en plus, il faut le préciser. Mais là, a été rétrogradé dernièrement sur la 3e vague. Là, je pense que le plus grand perdant dans tous les joueurs qui font la chaise musicale, c'est Chariot. Malheureusement, c'est triste. Je suis pas d'accord avec toi, parce qu'il est arrivé, il a pris des mauvaises décisions. Ce qu'on lui reprochait, c'est sa prise de décision. Des fois, il devrait passer, il a lancé, des fois, il devrait dégager, il a essayé de passer. Donc, c'est ça qu'on lui reproche un peu, ou quand il allait pincher, il allait au mauvais moment. En l'envoie sur la 3e paire, moi, je pense que pour l'instant, on le protège. Dans le sens, il n'y a pas de l'air fou, il prend les bonnes décisions, il y a un niveau moins élevé pour lui. Mais pourquoi le protéger, justement? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce qu'on le protège? Il y a de l'expérience, il y a du vécu. A signé un contrat, on parle pratiquement d'un 5 millions par année. Puis là, tu le mets sa 3e paire. 3,5 par année, je pense. Ben, j'ai peut-être rajouté un petit peu d'argent, mais quand même, je veux dire, quand on regarde les Cale Fleury, les Brett Kulak, les Christian Folin, là, je veux dire, Chariot, la 3e paire, c'est peut-être un peu exagéré, selon moi. Ben, c'est juste qu'il prenne confiance. Il faut qu'il assimile le nouveau système de jeu aussi. Il y a un nouveau système de jeu assimilé. Il peut l'assimiler sa 3e paire. C'est mouillé moins à risque. Kulak et Petrie, ils ont bien fait en jouant ensemble. Donc, pour l'instant, à court terme, moi, j'ai pas de problème avec ça, qui joue sur la 3e paire. Moi, honnêtement, l'utilisation des défenseurs depuis le début de la saison, je la comprends pas. Je comprends pas l'utilisation qui est faite, le jeu de chaise musicale. On est allé chercher ce gars-là comme joueur autonome pour jouer sur une 2e paire. Absolument. Pour solidifier l'effet Petrie. Laissons-lui du temps. Là, on commence à dire que Mété n'est pas le bon joueur pour jouer avec Weber. Là, on nous dit que Chariot n'est pas le bon pour jouer avec Petrie. La 3e paire, c'est la chaise musicale. Là, finalement, côté défensivement, on pensait qu'on s'était amélioré. Mais là, ce que Julien nous montre, c'est que c'est quasiment remblant de dire, regardez, je sais plus quoi faire, on va faire des tests. Ouais. Mais en saison, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Là. Ça, c'est en pré-saison qu'on le fait. Ça démontre aussi peut-être pas un mauvais camp d'entraînement, mais quand le camp d'entraînement, il y a 8-9 parties, c'est trop. C'est beaucoup trop. Tu fais jouer trop de joueurs, tu n'as pas le temps de faire jouer tes réguliers ensemble. Donc, c'est des situations comme ça qui se présentent, un peu comme les brassages de soupe des trios qu'on voyait avec Suzuki. Bien, à mon avis, ça vient d'un manque de préparation du camp d'entraînement. Ils sont victimes du trop de matchs, littéralement, je pense. Du côté de l'attaque, je pense qu'on a enfin un trio numéro 1 potable avec Dano, Gallagher et Tatar. Également, 2e, 3e, 4e ligne, encore une fois, on rotationne. Lekonen, Byron, Drouin qui change de place, même Kotkaniemi, des fois, qui peut se ramasser à l'aile droite, en sachant que ce n'est pas du tout sa position initiale, ça, je vais le mentionner. Encore là, c'est bien beau brasser la soupe. À un moment donné, là, on peut-tu mettre un peu de stabilité dans tout ça? Tu sais, on parle d'une première ligne d'attaque qu'on considère à Montréal étant notre premier trio, mais je veux dire, ce qui fait une 3e ligne ailleurs, on peut le Philippe mentionner. Dano, je l'aime. Je l'aime bien, c'est un bon joueur, c'est un joueur fiable, mais c'est pas un joueur de centre de premier trio. Exactement. C'est là que tu vois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, puis il ne faut pas trop leur mettre de pression parce que les gens disent ils vont peut-être se faufiler en série, mais pas avec l'alignement actuel. C'est quand même 2 marqueurs de 30 buts quand même avec Gallagher et Tatar, mais on s'entend qu'à court terme, à long terme, je veux dire, le centre numéro 1, ça va être Kotkaniemi ou Peeling. Dano devrait être dans la deuxième centre. Il me semble qu'on est encore loin de là. On est encore à plusieurs années de là. Si on ramène Peeling à Montréal suite à sa blessure,
il va y avoir du changement, mais là, rendu là, on peut quasiment dire qu'on enlève qui qu'on veut. Puis, tout le monde est tu sais, je veux dire, interchangeable à ce Tout le monde est moment-là. interchangeable. Je veux dire, il n'y a Ouais, pas vraiment absolument. de joueurs, à part le trio numéro 1, qui pour moi là, peut demeurer intact. Ouais. Mais sinon, oui, on a du choix, mais d'un côté, c'est pas ça qu'on veut voir d'une équipe professionnelle. Ben, je regarde le début de saison des Stars de Dallas où ils ont vraiment un début de saison très, très, très minable. Puis, ils ne jouent pas avec leur trio tant que ça. Tu sais, Ouais. Ben, Séguin, on ne les mettra pas sur une troisième ligne pour voir comment ça fonctionne puis comment les motiver. Là. Je veux dire, ils sont des joueurs établis, ils sont là. Ben, à Montréal, Mais ils ont des rôles plus définis. On sait qui c'est qui la première ligne. À Montréal, tu as Jordan Will qui peut partir de la 4e ligne à la 2e, Ouais. en avantage numérique, puis jusque dans les estrades. Donc. Maintenant, je veux qu'on discute un petit peu joueurs autonomes, parce que cet été, on a eu des contrats faramineux qui ont été signés. Juste par exemple, Jeff Skinner à Buffalo, 8 ans, 72 millions. Eric Carlson avec les Sharks, 8 ans, 92. Et aussi, là, notamment, Bobrovsky, 7 ans, 70 millions. avec la Floride. Ça, c'est Quand Marc Bergevin dit à Montréal que les plus grosses erreurs se font sur le marché des joueurs autonomes, est-ce que c'est vrai quand vous voyez ça? Oui, puis il en a réalisé quelques-unes dans le passé aussi. Mais peu importe le moment, un mauvais contrat, un mauvais joueur, c'est un mauvais contrat. Peu importe, il est pris quand, le mauvais contrat. Puis moi, j'ai l'impression que souvent, les DG vont se dire, OK, on va prendre un Jeff Skinner. Jeff Skinner, 8 ans, 72 millions, c'est trop long. Trop d'argent, on le sait. Mais lui, il a dit, je le signe, puis mon successeur s'arrangera avec. Ouais. Parce que je pense pas qu'il y a un DG, à part David Paul, ça fait 10, 15 ans qu'il est là. Ouais. Les DG, ils n'ont pas des très, très longs règnes. Donc, Exactement. quelqu'un qui Aujourd'hui, signe à 8 ans, il n'y a pas de chance qu'il fasse la fin du contrat. Tu as tout à fait raison. Je pense que les directeurs généraux jouent leur job Oui. à chaque année, puis hypothèquent l'avenir de l'équipe sans trop se soucier des effets collatéraux. Puis c'est sûr que les noms que tu as nommés, c'est des gros contrats. Là. Puis Absolument. Bobrovsky en Floride, oui, ça va solidifier la défensive des Panthers, mais ça n'en fait pas des aspirants à la Coupe Stanley pour autant. Là. Il y a aussi, tu sais, la durée du contrat. Il y a le montant, mais il y a aussi la durée aussi qu'il faut Oui. rentrer en ligne de compte. Oui. Donc ça, c'est le maximum, je pense, maintenant. Je pense que c'est 8 ans qu'on Oui. peut atteindre. Exact. C'est quand même des gros montants qui sont alloués. Là. Je veux dire, on hypothèque une masse salariale. Qu'on ne voit pas dans le cas de Marc Bergevin, et ça fait à peu près 6 ans qu'on attend la grosse signature qui n'est pas encore venue, mais quand même, tant qu'à hypothéquer la masse salariale, on peut se dire on va peut-être attendre. Oui, mais on a juste Ben, 7 là, millions disponibles. Exactement. Puis là, il a ben, ça, essayé. c'est le montant complet, ça. C'est ça qu'on pourrait donner. Puis il a essayé avec Sébastien Aho, la grosse signature. Ouais, ça, c'est un autre. Malheureusement, c'était comme un peu une règle qui a été brisée sur des joueurs avec compensation, mais on va y revenir là-dessus. Au retour, on continue ça en parlant de baseball. Vous écoutez le vestiaire, restez là. Et de retour à l'émission Le Vestiaire, segment Ligue majeure avec Pascal Harvey et Mathieu Tremblay. Messieurs, maintenant, on va se tourner du côté du baseball. Ça, c'est un sport qui nous occupe, en fait, qui nous occupe encore présentement et qui nous a occupé, là, 2 mois à peine. Et je veux qu'on fasse un petit peu un retour sur l'année un petit peu décevante ou torrifique, ou prenez votre terme, sur les Blue Jays à Toronto. Il y a eu des échanges qui ont été, entre guillemets, ratés. Vraiment, on a eu des hauts et des bas, des joueurs qui ont été plus ou moins présents. Votre opinion un peu sur l'année difficile que les Jays ont connue? Bien, c'était prévisible. C'était prévisible parce que les Jays ont quand même été dans la course pendant plusieurs années. On fait des échanges audacieux à l'époque. Là. Ouais. Ils sont allés chercher des joueurs quand même un peu controversés. Avec la perte des Donaldson et compagnie, ben, il fallait s'attendre à avoir une année de misère. On l'a eu. Pour Toronto, c'est une année de reconstruction. Ouais. Attendez-vous pas à des miracles. Attendez-vous pas à des séquences de 9 et 10 victoires consécutives. Donc, finalement, ce qu'on a vu à la télé, c'est un peu ce qu'on nous avait prédit aussi. Là. On l'a vu quand il a changé Stroman, là, on a compris que c'était il jetait la serviette littéralement pour la saison en Ouais. voyant Stroman partir. J'étais pas très content, là, mais j'imagine qu'ils ont leur raison. Les Blue Jays, par contre, ils jouent dans une division très forte là, avec les Yankees. Ben, c'est ce que j'allais dire. Quand tu es en reconstruction avec les Yankees, les Red Sox et les Rays, qui aujourd'hui sont rendus parmi presque les puissances de la Ligue, Exactement. ben, il ne faut pas que tu t'attendes à avoir une fiche très reluisante. Là. Tu parlais de Stroman, parce que Stroman, on l'a échangé. On parle peut-être d'un échange dans son cas raté parce qu'on a eu 2 espoirs qui ne sont même pas classés dans le top 5 des meilleurs espoirs. Stroman, bon, avait peut-être, disons-le, un ego plus évolutif que l'équipe au grand complet. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on, tant qu'à le perdre pour 2, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais popcorn comme ça, est-ce qu'on n'aurait pas dû le garder à Toronto plutôt que de le laisser partir?
Moi, je pense que oui. Même si tu es en reconstruction, tu as quand même besoin de quelques bons joueurs, de bons vétérans. C'était ton meilleur lanceur. Il a fait ses preuves. Mais aussi, les Jays, on a pris un virage jeunesse. On l'a vu en courant de saison. Je pense à Guerrero Junior, à Calvin Biggio, à Beau Bichette, qu'on a rappelé un peu durant la saison. Oui. Là, maintenant, est-ce que ces 3 joueurs-là sont maintenant la relève ou, si je peux dire, peut-être pas le cœur de l'équipe l'année prochaine, mais du moins la relève à en devenir avec cette formation-là? Maintenant, ça va prendre des lanceurs. Puis le rôle du directeur gérant, bien, il va se jouer là. Sa carrière se joue là. Aller chercher des lanceurs. Et est-ce que Charlie Montoya est vraiment le joueur? Tu sais, parce que cette année, comparativement à Gibbons, ça n'a pas été un franc succès. Donc, lui, est-ce qu'il est vraiment, au niveau hiérarchique, là, il n'est pas le top, mais est-ce que c'est lui vraiment qui va relancer tout ça? Ça ne se fait pas tout seul, là. C'est un travail d'équipe qu'il faut faire aussi. Non, puis on en parlait avec Mathieu. La particularité au baseball, c'est qu'il y a tellement de gérants moyens, potentiellement intéressants, de disponibles, qu'ils sont tous à la limite interchangeables. Parce qu'à la base, on n'a pas un club mauvais. Tu sais, je regarde un peu Hernandez, on regarde un peu Tellez, qui lui, bon, est un petit peu... c'est pas la puissance. On l'a amené pour frapper des circuits. Mais à la base, on n'a pas... oui, on a connu une année difficile, mais tu sais, on n'a pas l'équipe la plus poche de la Ligue. Pas de lanceur. Encore là. C'est le problème. Encore Pas de là. lanceur. C'est ton position la plus importante, puis c'est celle qui était le moins fort. Et sachant Absolument. que Houston sont venus piger dans la cour profonde des Jays au niveau des échanges, on a perdu des joueurs comme, entre autres... Osuna. Osuna qui est parti. On a perdu Biagini qui n'est plus avec l'équipe. Donc là, tu regardes ça, c'est pas juste au niveau de l'attaque. Les lanceurs sont à surveiller. Donc là, finalement, tu te ramasses que Toronto, il faut combler des postes partout. Puis ça, pour l'administration, là, c'est un travail, ça peut paraître énorme. Oui, puis à Toronto, on ne peut pas se permettre de perdre longtemps, hein? Un peu comme à Montréal. Exactement. Parce que le stade va se remplir, mais à condition de gagner. Puis l'argent se fait là. C'est le meilleur marketing. Puis, tu sais, le Moneyball, là, qu'on voit, le Ouais. fameux film Moneyball, Oui, de chercher oui. même des lanceurs moyens, bien, ça a ses limites aussi, là. C'est beau à TV, mais dans la vraie vie... Est-ce qu'on devrait s'en inspirer de ce fameux film-là, Moneyball? là? Bien, ils le font déjà, Moneyball. C'est beaucoup de statistiques avancées. Puis on en parlait justement tout à l'heure, le rôle des gérants. Quand on voit des notes défensives qui sont déplacées, qui sont adaptées, on se demande quel est le rôle vraiment du gérant s'il joue souvent ou beaucoup les probabilités. À quel point le gérant peut avoir un impact là, au niveau de la sélection des joueurs, mais sinon, au niveau du feeling, il y a une bonne soirée, je l'envoie comme faire suppléant. Messieurs, on va surveiller dans la saison morte ce que Toronto va faire au niveau de son effectif. Maintenant, on se tourne vers les séries éliminatoires parce que, bon, il y a beaucoup d'équipes qu'on surveillait. Notamment, il y avait des Québécois cette année. On avait Russell Martin avec les Dodgers. Malheureusement, le club a été éliminé. Mais aussi, on avait un autre joueur qui est du nom de Abraham Taureau avec les Astros, un Québécois qui est natif de Longueuil, qui a fait un long parcours. Et avant de poursuivre, on va regarder un petit peu, parce qu'on sait que Taureau a fait un petit peu 2 miracles face à Toronto. On va regarder un extrait vidéo et on en reparle juste après. Absolument. Une balle et une prise. Balle frappée en flèche en direction du champ centre-gauche. Et la balle va donner de l'autre côté de la clôture. Circuit. Abraham Taureau au champ opposé. 2-0. Taureau de Longueuil à Houston, à Toronto. Circuit Taureau. Bonsoir. Elle est partie. Pour ton 30e anniversaire comme commentateur. Oh, ça fête chez la famille Taureau. Oh, quel match! Les frissons me passent. C'est nouveau compte complet, Bichette, 2 retraits. Balle frappe en direction sur le 3e but, c'est Taureau. Abraham Taureau, premier. Marchand pour les coups sûrs. Justin Verlander. Taureau. Verlander, Marchand, point des coups sûrs. Taureau, circuit bon pour 2 points. Taureau met fin le match avec un roulant frappé vers lui. Quelle performance! Et l'accolade. Oh! Merci le kid. Oubliez pas, il n'était pas dans la formation partante. Non, en raison d'une blessure à Goriel. Messieurs, on a pu voir sur la séquence Abraham Taureau avec les Astros qui a fait en fait 2 exploits, un circuit pour faire l'égalité et qui a permis à Verlander d'avoir son match en point de coup sûr. Et là, quand on voit l'équipe dans les séries mondiales présentement, est-ce qu'on peut pratiquement dire que l'équipe est bâtie pas à peu près pour aller jusqu'au bout? Il y a un personnel de lanceurs C'est incroyable. encore en cours, mais quand même. Les lanceurs sont dominants.
Littéralement. Oui. Puis c'est drôle le clin d'œil par rapport à Abraham Taureau, parce qu'on parle du retour des expos. C'est un Québécois, c'est le meilleur objet de marketing actuellement dans les mineurs. Oui, c'est sûr que Russell Martin est sur la fin, mais lui, il accède aux mineurs, puis lui, il a vraiment passé par la ronde de lait, comme on dit. Là. Ça fait que... Puis oui, les Astros sont construits pour la Série mondiale. Parce qu'il y a des séries qui sont encore en cours, c'est pas encore terminé. Parce que là, bon, on a eu les Yankees qui sont partis, les Rays, les Twins, les Braves. Il y a eu beaucoup d'équipes. Et du côté des Dodgers, les experts les voyaient peut-être passer un peu plus loin parce qu'on avait quand même une très, très bonne équipe. On pense également à Russell Martin qui fait partie de l'équipe. Mais les Dodgers, là, est-ce que d'avoir vu la défaite, est-ce que c'est un coup de dé? Est-ce que c'est une surprise? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, je pense que c'est même pas une surprise parce qu'ils nous ont habitués à des désappointements assez spectaculaires. Puis Clayton Kershaw, beaucoup de victoires en saison régulière, énormément de victoires en saison régulière, puis il y a vraiment une fiche déficitaire en série, puis on l'a encore vu. Donc les Dodgers, là, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Ils ont une très, très, très grosse équipe. C'était la meilleure équipe dans la Ligue nationale, mais malheureusement, en série, on s'effronte année après année. On les attend pratiquement à chaque année. Oui, effectivement. Alors, ça va être à voir qu'est-ce qui va passer, parce qu'il y a encore des équipes en cours, c'est encore actif. Il y a des équipes qui... il y avait des équipes, peut-être, on surveillait un peu les Bravers, les Twins, qui ont fini. Mais on voit que dans le monde du sport, c'est pas parce que tu termines au premier rang que tu vas passer. On le voit au hockey, on le voit au football, on le voit encore au baseball. Ouais. Ça, en série, ça ne veut plus rien dire. Et l'expression qu'on utilise, finalement, c'est vrai, là. Oui. Merci, messieurs. On fait une courte pause. Au retour, on va partager les moments clés avec nos panélistes sur le plateau et aussi notre fameux quiz sportif. Restez là. Et de retour à l'émission Le Vestiaire avec mes panélistes Mathieu Tremblay et Pascal Harvey. Messieurs, c'est le moment des moments clés. Vous allez présenter, en fait, les moments que vous avez choisis dans le monde du sport. Et on va commencer avec Mathieu, ce coup-ci, comme on a débuté avec Pascal lors de la dernière émission. Mathieu, toi, tu nous as sélectionné la première victoire du Canada contre les États-Unis en 34 ans au soccer. On regarde un extrait, on en revient tout de suite après. Parfait. Play well. You want to bring on an attacking player. Arriola is your guy that you want to bring on in that moment. Okay, Christian Pulisic for me. Here's Cavallini trying to seal it. Shot, and he does! Book it! Lucas Cavallini puts a bow on a win for Canada. That's been 34 years in the making. Le but que Davies a marqué à la 63e minute, c'était le premier but en 34 ans des Canada contre les États-Unis. Donc, c'est vraiment une victoire. C'est peut-être un peu anodin, mais c'est une victoire importante parce que c'est aussi une qualification pour la CONCACAF, qui est vraiment comme une Coupe du monde de soccer, mais nord-américaine. Puis ça donne accès à la Coupe du monde. Là, donc, c'est une victoire importante. C'est une victoire qui est significative parce que le soccer ne veut pas prendre de plus en plus de place aussi au Canada. Oui, exactement. Donc, pour tous les jeunes qui poussent, et des jeunes joueurs qui s'en viennent et qui voient un exploit comme ça, je pense que ça peut avoir un effet très motivant. Également aussi pour Soccer Canada, qui viennent de prendre un gros step-up. C'est de très, très bon augure. Maintenant, Pascal, on va se diriger sur un sport qu'on ne parle pas beaucoup, le rugby. Une séquence de matchs de rugby à la Coupe du monde 2019, Canada face à la Nouvelle-Zélande. On regarde un court extrait et on en parle au retour. Excellent. This time around, they go to work at the scrum. They keep it tight at the back, under the feet of Reid. Reid getting close, and now it slides out the back. No try. Or is it? I think it is. I think it is Kieran Reid. And with that try, he equals the great Richie McCaw. Another crossfield kick. There is acres of space out to the right, and it is an absolute gimme for Jordy Barrett. Sonny B. Williams dumbing to the outside and powering his way over the line. Pascal, il y a un mot qui me vient en tête quand je vois l'extrait-ci, c'est justement la séquence « troupeau de bœufs ». Je veux dire, c'est un rassemblement qu'on a, pareil comme si on fêtait, mais le rugby, honnêtement, quel sport? On fête pas. Exactement. C'est tellement beau sport. Tellement un sport qui est sous-estimé. C'est sûr que c'est pas dans nos racines premières nécessairement, malgré que c'est beaucoup les équipes anglo-saxonnes qui dominent au niveau mondial. Puis mon clin d'œil, dans le fond, ça vous amène à l'autre bout de la planète, c'est la Coupe du monde 2019 au Japon. Le match oppose la Nouvelle-Zélande, qui est classée numéro 1 au monde,
contre le Canada qui est classé 22e. Ça s'est terminé ce match-là 63-0. Messieurs, on passe à l'instant au quiz sportif. Donc, on va voir un peu qui va perdre les pédales. Non, façon de parler, on s'amuse, c'est ça qui est le but. Repêché au premier tour par les Islanders de New York en 83, il évolue sur le même trio que Mike Bossy et Brian Trottier. Suite à un échange avec les Sabres de Buffalo, il en devient le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe. Est-ce qu'on parle de Pavel Demitra, de Steve Yzerman ou encore de Pat Lafontaine? Pat Lafontaine? Absolument. Ce joueur de hockey a frappé de coup à la tête Donald Brashear en 99 lorsqu'il était avec les Bruins, mais c'est surtout sa courbe illégale qui a fait parler de lui en 93. Est-ce que c'est Mike Bossy, Marty McSorley ou Todd Bertuzzi? C'est le numéro 33 des Kings, c'est McSorley. Oui, et la preuve que le Canadien a remporté la Coupe Stanley en 93 par après, on s'en souvient. Messieurs, merci encore beaucoup pour ce quiz-là. Et merci à mes collaborateurs Marc-Olivier Bouchard, Lynn Bélanger, Pascal Harvey ainsi que Mathieu Tremblay. Merci à mon équipe en studio, Normand Gauthier à la caméra, mon réalisateur Éric Chaput et mon producteur exécutif Herman Charret. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.